l'heure du journal sur la télévision togolaise. En voici les principales articulations. Vers une gestion électronique des documents et archives au Togo. Il est question de dématérialiser ces documents et ce sont les députés à l'Assemblée nationale qui découvrent depuis ce matin le nouveau procédé. Et puis, il est également question de moderniser la météorologie pour plus de sécurité dans les airs. C'est sur cette vision que tablent les représentants des pays membres de la SECNA réunis ce matin à Lomé. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. D'abord, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi au palais de la présidence de la République sous la conduite du chef de l'État, Faure Essozimna Gnazingbe. L'essentiel de ce conseil avec le ministre Sani Yaya de l'économie et des finances. Communiqué sanctionnant le Conseil des ministres du mercredi 8 novembre 2017. Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 8 novembre 2017 au palais de la présidence de la République sous la présidence du président de la République, son Excellence M. Faure Essozimna Gnazingbe. Le Conseil a examiné et adopté 2 projets de loi relatifs à la loi des finances, écouté 3 communications, examiné des questions diverses. Au titre des projets de loi, le Conseil a examiné et adopté le projet de loi de finances rectificative pour la gestion 2017. Ce projet de loi est rendu nécessaire par l'évolution de la situation économique et financière intervenue dans l'exécution de la loi de finances initiale adoptée le 27 décembre 2016. En effet, la révision de la loi de finances initiale se justifie essentiellement par la conjoncture économique défavorable dans la sous-région ouest-africaine qui impacte négativement notre économie, la situation sociopolitique nationale qui a un impact négatif sur l'activité économique, la satisfaction des nouveaux besoins sociaux liés notamment à la fonction enseignante. L'accord triennal conclu avec le Fonds monétaire international et le Togo le 5 mai 2017, soutenu par la facilité élargie de crédit sur la base d'un nouveau cadrage macroéconomique qui diffère du cadrage initial. Le présent projet de loi rectificative marque également la volonté du gouvernement de procéder au remboursement d'une bonne partie de la dette intérieure commerciale en vue de dynamiser l'activité économique à travers le secteur privé. Ainsi, les recettes fiscales et non fiscales ont été revues à la baisse, respectivement à 625,4 milliards, de 625,4 milliards à 614 milliards. Et de 56,1 milliards à 53,3 milliards pour se conformer au cadrage du programme conclu avec le FMI. Les recettes budgétaires liquides accusent une baisse de 47,2 milliards, passant de 550,2 milliards à 503 milliards, tandis que les recettes non liquides ont augmenté de 35,8 milliards pour atteindre 111 milliards conformément au nouveau cadrage du programme. Au total, les recettes budgétaires enregistrent une augmentation de 7,4 milliards de francs CFA pour atteindre 814,1 milliards contre 806,7 milliards prévus dans le budget initial. Quant aux dépenses budgétaires, elles ont augmenté de 38,2 milliards pour ressortir à 878,2 milliards. Cette augmentation est principalement imputable à la hausse des dépenses fiscales de 35,8 milliards, suivant les projections du cadrage du FMI. Il ressort un solde budgétaire déficitaire de 64,1 milliards
entièrement financé par le solde excédentaire des opérations de trésorerie. Au total, le projet de loi de finances rectificative pour la gestion 2017 est projeté à 1412,2 milliards de francs CFA en recettes et en dépenses contre 1227,4 milliards de francs CFA initialement prévus, soit une augmentation de 15,1%. Le second projet de loi de finances adopté par le Conseil porte loi de finances gestion 2018. Le présent projet de loi de finances pour la gestion 2018 a été élaboré en tenant compte de l'environnement économique international et l'évolution récente de l'économie togolaise. L'année 2017, marquant la fin de la mise en œuvre de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi, SCAP, le gouvernement a entrepris l'élaboration d'une nouvelle stratégie nationale de développement de notre pays pour la période 2018-2022, à savoir le Plan national de développement PND. En outre, une place importante est accordée au programme d'urgence de développement communautaire PUDC, au programme d'appui aux populations vulnérables PAPV et aux agropoles dans la politique de développement de notre pays. Sur la base de l'évolution des agrégats macroéconomiques de 2017 et des projections 2018, le cadrage macroéconomique s'appuie sur le taux de croissance du PIB réel qui ressort à 5,3% en 2018 contre 5% en 2017. Les réformes fiscales en matière des ressources seront poursuivies, notamment l'élargissement de la base fiscale visant à réduire la pression fiscale sur les opérateurs économiques, de même que la recherche de nouvelles niches fiscales et la politique d'innovation fiscale permettant d'améliorer le taux de pression fiscale. En matière de dépenses, afin de prévenir tout dérapage de nature à fragiliser les équilibres macroéconomiques, une gestion prudente et efficiente des dépenses sera également poursuivie. Le budget général pour la gestion 2018 s'équilibre en ressources et en dépenses à 1318,5 milliards de francs CFA contre 1218,9 milliards de francs CFA pour le budget initial gestion 2017, soit une progression de 2,2%. Les ressources comprennent les recettes budgétaires et les ressources de trésorerie. Les recettes budgétaires sont chiffrées à 853 milliards de francs CFA contre 806,7 milliards de francs CFA en 2017, soit une hausse de 5,7%. Les ressources de trésorerie sont estimées à 465,5 milliards de francs CFA en 2018 contre 412,2 milliards de francs CFA en 2017, soit une hausse de 12,9%. Les dépenses budgétaires 2018 se chiffrent à 925,5 milliards de francs CFA contre 840 milliards de francs CFA en 2017, soit un accroissement de 10,2%, et les charges de trésorerie sont prévues pour 393 milliards de francs CFA en 2018 contre 378,9 milliards de francs CFA en 2017, soit une diminution de 3,7%. S'agissant du budget de l'État, qui intègre les comptes spéciaux du Trésor pour la gestion 2018, il s'équilibre en ressources et en dépenses à 1321,9 milliards de francs CFA contre 1227,4 milliards de francs CFA en 2017, soit une hausse de 7,7%. En définitive, le projet de loi de finances gestion 2018 est essentiellement orienté vers l'assainissement des finances publiques, l'accélération de la croissance économique
et la prise en charge adéquate de la demande sociale. Au titre des communications, la première communication présentée par le ministre de la Planification du Développement fait le point sur les travaux préparatoires du 5e recensement général de la population qui aura lieu en 2020. Ce recensement, qui s'inscrit dans le schéma général prescrit par les Nations Unies, vise à actualiser les données statistiques et à produire les données en lien avec les priorités retenues dans le cadre des objectifs du développement durable, du plan national de développement ainsi que de la politique de décentralisation et de développement local. La deuxième communication, suivie par le Conseil, est relative aux conclusions du 16e Forum AGOA organisé à Lomé du 8 au 10 août 2017. Au terme de ce forum, la demande du Togo relative au visa textile pour l'exportation des vêtements et textiles aux États-Unis dans le cadre de la loi sur la croissance et les opportunités d'affaires en Afrique a été officiellement approuvée par la partie américaine. À ce titre, et dans le cadre des recommandations formulées par les ministres africains du commerce, le ministre du Commerce et du secteur privé a rendu compte au Conseil des actions à entreprendre en vue de mettre en œuvre au niveau national les dites recommandations ainsi que le plan d'action opérationnel du Togo pour l'utilisation de l'AGOA à court et moyen terme. La troisième communication, suivie par le Conseil des ministres, a été présentée par le ministre de la Santé et de la Protection sociale. Elle est relative au bilan de l'approche contractuelle mise en œuvre au centre hospitalier régional d'Atapamé. Il faut énumérer les points positifs engrangés par l'approche contractuelle en vigueur au CHR d'Atapamé. L'amélioration des recettes, l'augmentation du taux de fréquentation, la réduction du taux de retard du personnel soignant, l'assainissement et l'aménagement de l'hôpital, améliorant ainsi sensiblement la salubrité du cadre, etc. Dans les divers, la tenue de la troisième réunion du Conseil national de suivi de la décentralisation à Daptaon, chef-lieu de la région des Savanes. Elle a permis aux membres d'examiner le ressort territorial et le chef-lieu des communes des régions des plateaux centrales, Kara et des Savanes. Ce faisant, l'examen du ressort territorial et chef-lieu des 116 communes créées par la loi numéro 2017-008 du 29 juin 2017 portant création des communes est terminé. C'est la preuve que le processus pour la mise en œuvre rapide et efficace de la décentralisation en vue d'une plus grande participation locale dans les prises de décision de la mise en place d'une administration de proximité est irréversible. Enfin, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. Fait à Lomé le 8 novembre 2017 du Conseil des ministres. Et je vous donne à présent lecture des décrets de nomination pris en Conseil des ministres. Le président de la République, le Conseil des ministres entendu décrète. Monsieur Bakaï Baobade, magistrat de premier grade, deuxième groupe, deuxième échelon, est nommé directeur de cabinet du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. Le président de la République, vu le procès verbal de la séance plénière d'élection des membres du bureau de la CENI du 31 octobre 2017, le Conseil des ministres entendu décrète. Le professeur Kadangar Kodjona est nommé président de la Commission électorale nationale indépendante CENI.
Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales et le ministre de l'économie et des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de ces décrets qui seront publiés au journal officiel de la République togolaise. Je vous le disais en titre, bientôt la fin de l'ancien monde, celui où des tonnes de papier sont utilisées dans l'administration togolaise. L'heure de la dématérialisation a sonné et la première institution à franchir le pas est le Parlement. Et depuis ce matin, les parlementaires sont en formation pour une gestion électronique des documents de l'Assemblée nationale togolaise. Des précisions avec Pierre Soussoupo. Les fonctionnaires de l'Assemblée nationale affûtent leurs armes face aux avancées technologiques. Ici, ils se familiarisent avec les outils de gestion électronique des documents, un processus à divers niveaux dont la maîtrise nécessite la connaissance de certains préceptes. On parle des fonctions de la gestion électronique et la dématérialisation des documents notamment. Aujourd'hui, à l'ère du numérique et surtout avec les enjeux environnementaux, il est de plus en plus voulu par les décideurs de dématérialiser en fait les documents et surtout les procédures. La dématérialisation des documents permet d'avoir un accès facile aux documents, d'avoir à pouvoir les conserver en toute sécurité pendant longtemps. Et la dématérialisation des procédures permet d'accélérer le travail, c'est-à-dire d'aller beaucoup plus vite. La gestion des flux des documents de l'Assemblée nationale devra révolutionner les habitudes au sein de l'institution. Elle offre des atouts devant optimiser le travail, mieux sécuriser la mémoire parlementaire. L'Assemblée nationale togolaise, en collaboration avec l'Assemblée parlementaire de la francophonie, en mesure les enjeux. Le présent séminaire atelier est pour nous l'expression du raffermissement des relations privilégiées entre l'APF et l'Assemblée nationale du Togo, et ceci ne peut que nous réjouir. C'est pour moi l'occasion de saluer la place de plus en plus prépondérante que le Togo occupe dans le concert des nations. Le climat de paix et de stabilité politique instauré par son Excellence Faure Zimna Gnassingbé, président de la République togolaise, président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, n'en est pas étranger. L'organisation du travail parlementaire reste alors un défi que tente de relever au jour le jour le Parlement togolais pour plus d'efficacité dans la gestion administrative. Et aujourd'hui, la conservation des documents administratifs cause de sérieuses difficultés et appelle à une solution durable. Avec l'évolution notamment des TIC et de l'informatique, les administrations se tournent de plus en plus vers ce qu'on appelle aujourd'hui la dématérialisation des documents afin de les conserver le plus longtemps possible. La gestion électronique des documents est alors une nouvelle solution aux nouveaux besoins des administrations en matière de conservation des archives. Qu'est alors la dématérialisation? Quels en sont les enjeux et les différentes étapes? Les réponses à ces questions dans ce dossier réalisé par Augustin Kossi. Passer de la production papier à la gestion numérique des documents administratifs, cela s'appelle la dématérialisation. Elle fait partie des nécessités d'une gestion moderne des flux de documents pour un parlement par exemple. C'est donc un moyen nécessaire à l'optimisation et à la sécurisation du travail et de la mémoire parlementaire. Le terme dématérialisé peut recouvrir tout simplement la numérisation, transformer l'information physique en information numérique. En fait, c'est un processus, la dématérialisation. On parle alors de matérialisation des procédures, mais des documents aussi. C'est dans une chaîne de travail, comme l'Assemblée nationale, les documents suivent une procédure. Et s'ils doivent devenir électroniques, c'est-à-dire dématérialisés, il faut que la procédure même subisse aussi une logique. On peut se demander par exemple, lorsque l'utilisateur finit de travailler avec son document, c'est lui qui va le dématérialiser, c'est l'utilisateur, la secrétaire qui a reçu un courrier, c'est elle qui va le numériser, ou c'est un administrateur responsabilisé qui va collecter cette information, la valider et la mettre sur le réseau. Et une fois que cette étape est franchie, validée et mise sur le réseau, mais comment va circuler cette information au sein du réseau GED? Qui aura le droit de voir cette information? Qui n'aura pas le droit?
Et comme il s'agit de la nouvelle technologie pour alléger et accélérer le processus, le système intègre la recherche et la transmission rapide des informations, démontre l'intérêt de faciliter l'accès, le partage, de même que l'archivage des documents. À ce niveau, la gestion électronique des documents embrasse plusieurs supports et nécessite des procédures. On a d'abord des documents papier qui existaient, mais il va falloir les introduire dans un système informatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut les mettre sous un format électronique acceptable, lisible par un logiciel. Donc pour les documents papier, l'une des fonctions qu'on va avoir dans notre JET, c'est l'acquisition. Comment on fait pour récupérer les documents papier et les introduire dans notre système? Ensuite, une fois que vous les avez récupérés, il va falloir les classer. Parce que si on veut les retrouver très facilement, il faut donc savoir qui a produit tel document parle de quoi, comment je fais pour... Donc, il va falloir les classer. Il va falloir les indexer, faire l'indexation de ces documents pour pouvoir accélérer la recherche. Et effectivement, ce n'est pas parce qu'on a dématérialisé, parce qu'on a mis sur le réseau, parce que tout le monde peut avoir accès, il faut donc pouvoir les sécuriser. Pour le parlementaire, il n'est pas obligé de se déplacer, s'il est dans sa circonscription électorale, de venir à l'Assemblée absolument pour récupérer un projet de loi ou un document sur lequel il va travailler. Deuxièmement, il peut le récupérer directement à partir d'un terminal quelque part chez lui ou n'importe où. Ensuite, il a donc la possibilité d'avoir accès à ces documents et de pouvoir travailler avant de venir à une session. Cet arsenal de dispositions sécuritaires a pour finalité de construire une mémoire aux générations futures. Et les barrières de conservation vont être brisées pour résoudre efficacement les difficultés inhérentes à la modernisation des parlements sur le continent africain. L'actualité politique à présent, au deuxième jour des manifestations de rue organisées par la coalition des 14 partis politiques de l'opposition. Tout s'est bien déroulé dans toutes les localités où il y a eu marche, à en croire le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Et c'est l'essentiel du bilan de la journée que le colonel Yark Damhana a apporté à la connaissance des professionnels de médias ce soir. Le compte rendu avec Luc Assis et Edem Soussouba. Au deuxième jour des manifestations publiques de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition, quelques incidents jugés mineurs par le ministre Yark Damham en charge de la sécurité ont été signalés. Mais de manière générale, tout s'est bien déroulé. Il y a eu de petits incidents que nous appelons mineurs. Au niveau de Tournement, ils ont renversé le support servant de vente illicite de carburant. Le propriétaire cherchant à savoir pourquoi ils l'ont pris à partie. Ils l'ont sérieusement molesté. Ce dernier a été admis, exfiltré par les forces de sécurité évacué au CHU Sylvanus Olympio. Donc à 9h, un bus autral a été bloqué en face de la FUSEC. À Toukoumé, il a été libéré après de multiples négociations. À 10h, un taxi transportant un malade de Djogomé vers le CHU Sylvanus Olympio a été également bloqué et demandé de rebrousser chemin. Donc le chauffeur a dû passer par le CHU Campus pour amener son malade. Et à 10h10, une érection d'une légère barricade. C'est pour agrémenter la marche. Mais ce que je demanderai aux organisateurs, même si on soupçonne quelqu'un, nul n'a le droit de se faire justice. À partir du moment où ils sont accompagnés des forces de sécurité, alerter les forces de sécurité pour qu'elles s'occupent de l'intéressé. Des marches ont eu lieu dans certaines villes qui ont connu pour la première fois leur participation aux manifestations de l'opposition. À Tchévier, donc c'est les nouveaux venus. La marche a commencé à 11h avec une foule estimée à une trentaine de personnes. À Tchévier, il y a un jeune homme, un mineur du nom de Tchanam qui a été interpellé parce qu'il poussait son vélo et il avait un coucou avec lui. Il a été confié aux forces de sécurité. À Vaughan, la marche a débuté à 10h45. Avec une foule estimée à une quarantaine de personnes, avec à sa tête l'honorable Apeke. Le nombre des manifestants a évolué à 200 au point de chute. À Hépé, la marche a pris fin à 12h30 sans incident, avec une foule estimée à 200 au point de chute. À Neho, la marche a pris fin à 13h07 sans incident, avec à sa tête Monsieur Patrick Lonson et Kwadonou Amouzoui. À Kébé, le nombre de manifestants a évolué à une centaine de personnes au point de chute. Elle a pris fin à 13h41 sans incident. À Fagna, la marche a pris fin à 11h30 sans incident. Dans la région de Plateau, à Nié, la marche a pris fin à 14h sans incident. À Atakwame, la marche a pris fin à 14h51 sans incident. À Palimé,
La marche a pris fin à 14h50 sans incident. La région centrale, à Tchamba, la marche a débuté à 10h35 avec une foule estimée à une centaine de personnes au niveau de Lomé. La foule s'est agrandie au fur et à mesure avant d'atteindre le point de chute à la plage en face de l'hôtel Santa Maria, où elle a été estimée entre 13 000 et 15 000. Donc dans la région de la Kara, on n'a rien enregistré, également dans la région des Savanes. Le ministre Yark Damram estime que la collaboration entre les agents de sécurité, les organisations de défense des droits de l'homme et les organisateurs des manifestations a une fois de plus porté ses fruits, ce qui a permis d'éviter beaucoup de dérapages. Et toujours dans l'actualité politique, dans un communiqué, la Commission nationale des droits de l'homme CNDH dit prendre acte des mesures annoncées par le gouvernement le lundi 6 novembre 2017 dans le sens de l'apaisement du climat socio-politique dans le pays, notamment la remise en liberté de 42 personnes interpellées, jugées et condamnées par diverses juridictions dans le cadre des récentes manifestations violentes. La restitution des motocyclettes saisies à Lomé lors de la manifestation du 7 septembre 2017 et ce, après 22 heures. La levée de la mesure de contrôle judiciaire de M. Jean-Pierre Fabre, chef de file de l'opposition dans l'affaire des incendies des marchés de Lomé et de Kara. L'annonce de l'ouverture à Lomé d'un dialogue avec l'ensemble de la classe politique. La CNDH salue l'opportunité de ces mesures et encourage les acteurs politiques à saisir cette ouverture pour un dialogue sincère, fécond et fructueux. La Commission estime que le Togo gagnerait à ne pas s'engager dans une spirale de radicalisation qui risque de le desservir à jamais. C'est en cela qu'elle convie toute la classe politique à la modération pour un compromis politique durable. Autre actualité à présent, Lomé abrite depuis ce matin le 4e congrès de la Fédération des associations professionnelles des météorologistes des pays membres de la SECNA. La modernisation des services météorologiques de la SECNA d'ici 2030. Quels enjeux pour le personnel météo dans le concept de ciel unique africain? Ce thème va permettre aux associations et organisations des météorologistes de trouver des stratégies communes pouvant assurer efficacement la fourniture des données fiables, de la sécurité, la régularité et l'efficacité dans l'espace aérien africain. Des précisions avec Dodo Wari. Les États africains connaissent ces dernières années des changements climatiques et des mutations technologiques qui impactent considérablement les activités socio-économiques, dont celles des transports aériens. Fort de ce constat, il est important de prévenir des phénomènes météorologiques dangereux qui, la plupart du temps, causent des accidents d'avion. La Fédération des associations professionnelles des météorologistes des pays membres de la SECNA s'active donc à moderniser des services météorologiques des 17 pays membres pour offrir plus de sécurité aux usagers de l'air. La SECNA a entrepris de grandes réformes en matière d'équipement, de nouvelles installations qui seront mises en place. Je vais parler de Saoma, je vais parler de SAPI, je vais parler aussi de la production d'hydrogène. Parce que avant, on produisait l'hydrogène à partir du générateur JIP3. Aujourd'hui, ce ne serait pas la même chose. L'hydrogène sera produit à partir de l'hydrolyse. Donc, il faudrait que les agents qui doivent utiliser ces instruments-là sont formés en conséquence. Cette modernisation passe d'abord par la mise en place des infrastructures météorologiques de qualité. Et le Togo s'est déjà engagé dans cette voie à travers l'implantation de nouveaux équipements, la réorganisation et la formation continue du personnel météo. Nous sommes en train de mettre en place le Saoma, qui va venir remplacer le Sioma, comme précédemment dit. Le Saoma aura pour effet qu'il va donner des données encore plus performantes et de précision aux pilotes pour pouvoir anticiper sur le temps. En termes d'observation, donc il y a des équipements tels que le SAPI que nous sommes en train de mettre en place aussi, qui permettra, n'est-ce pas, les données météorologiques instantanées.
Ce 4e congrès sera donc l'occasion pour les différents acteurs du secteur météorologique et aéronautique de passer au peigne fin les enjeux et perspectives pour assurer efficacement la fourniture des services météorologiques fiables et sensibiliser le personnel météo sur les nouveaux plans d'orientation stratégique. Et l'actualité, c'est également l'Afrique qui a désormais un émissaire dans l'espace. Un satellite marocain qui a été lancé dans la nuit de mardi à mercredi. Mohamed 6A est un satellite d'observation espion, premier du genre pour le royaume et que Rabat aurait bien aimé garder secret. Retour en page nationale et pour cette nouvelle année universitaire qui s'ouvre, le centre American Corner, situé dans l'enceinte du campus de Lomé et qui a 10 ans cette année, a fait peau neuve. Un nouveau visage pour accueillir plus d'amoureux de la langue et de la culture du pays de l'oncle Sam. Sandra Ziagbe, Yves Bivi. Aménagé depuis 2007, ce centre baptisé American Corner est un espace d'échange, d'apprentissage de la langue anglaise, de promotion de l'esprit d'innovation et où les jeunes universitaires togolais disposent des informations pour poursuivre leurs études aux États-Unis. L'espace rénové à l'occasion de la célébration de ses 10 ans a été inauguré ce matin à l'université de Lomé. Pour l'ambassadeur des États-Unis au Togo, American Corner servira de cadre d'échange, d'idées et offrira des opportunités aux étudiants. Donc les jeunes peuvent venir ici pour améliorer leur connaissance de la langue anglaise. Aussi, on peut découvrir des informations pour étudier aux États-Unis. Il y a des conférences, des débats, des événements, beaucoup d'activités ici. Donc je pense que c'est une grande opportunité parce que nous pensons qu'il y a beaucoup de talent ici au Togo, surtout parmi les jeunes. Et ça, c'est notre but d'encourager. Au nom du président de l'université de Lomé, la vice-présidente, Mme Kwegba, a remercié l'ambassadeur des USA et a rappelé que American Corner est l'un des fruits de la collaboration de l'ambassade des USA avec l'université de Lomé et servira toujours de cadre incubateur des intellectuels de demain. La recherche, parce que nous sommes à l'université, elle est multiforme, elle est dense et il faut pouvoir comprendre et connaître ce qui se fait partout dans le monde. Et donc pour nous, avoir la maîtrise de l'anglais et le français déjà nous ouvre toutes les portes. C'est pour ça que nous saluons cette initiative de American Corner qui permet non seulement aux étudiants d'apprendre et de perfectionner leur anglais, mais aussi aux enseignants que nous sommes de venir faire de la recherche et apprendre à mieux connaître, parler et écrire l'anglais. À cette occasion, le fan club American Corner, composé des étudiants de l'université de Lomé, a exhibé l'un de ses acquis. Ils ont interprété des chants et slamé en anglais. Et puis direction maintenant le musée du Louvre. Pas celui de Paris, mais celui d'Abu Dhabi. Et oui, les Émirats Arabes Unis ont depuis ce mercredi leur musée, le tout premier du monde arabe, qui voit le jour après 10 ans de travaux. Suivez. Ce n'est plus un mirage, le Louvre des Sables a surgi sur cette île de Sadiat, un projet pharaonique, 600 millions d'euros pour cette ville-musée qui est née d'un partenariat inédit entre le gouvernement d'Abu Dhabi et la France. C'était en 2007. 10 ans plus tard, près de 600 journalistes venus du monde entier se pressent pour découvrir cette oasis culturelle créée par une star de l'architecture française, Jean Nouvel. C'est un jeu sur architecture de lumière et géométrie. Toute la grande architecture arabe, c'est géométrie et lumière. J'ai voulu que ce musée ici, il appartienne à la civilisation arabe. On ne peut pas prendre ce musée et le mettre à Londres, à Paris ou à New York. Des origines revendiquées et une ambition, être un musée universel. Cette exposition inaugurale, Jean-François Charnier l'a conçue comme un grand livre en 12 chapitres, un livre qui nous raconte l'histoire de l'humanité. On rentre dans la première galerie du musée, qui est la première étape du récit du Louvre Abu Dhabi. On a ici des vitrines qui émergent d'un sol où il y a une structure géométrique qui présente chacune d'entre elles 3 œuvres qui sont dans le fond relativement similaires, mais qui viennent de mondes différents, de civilisations différentes. Et en fait, elles posent la question de l'universel. Quelle est la part de commun? Qu'est-ce que l'humanité partage?
Ce partage coûte cher à Abu Dhabi, 1 milliard d'euros au total. Il a fallu payer la marque Louvre, 400 millions d'euros pour 30 ans. Il y a aussi l'organisation des expositions via l'agence France Muséum ou encore les prêts d'œuvres. Mais pour cette jeune émirienne, admirer ce Léonard de Vinci, ça n'a pas de prix. Elle travaille ici depuis 3 ans et elle défend son musée. Pour nous, le musée, c'est comme la ville d'Abu Dhabi. Il y a des gens qui viennent de partout, qui partagent, qui viennent avec leur culture et leur histoire. Donc pour nous, on essaie de montrer la culture et l'histoire partagées entre nous. De l'histoire des religions à celle de l'art moderne, le visiteur suit un parcours plutôt chaste et apolitique, même quand l'œuvre est signée Ai Weiwei. Sa tour de Babel illumine cette dernière pièce consacrée à l'art contemporain. Universel ou pas, le Louvre Abu Dhabi impressionne par son architecture déjà, mais aussi par cette exposition, que d'œuvres, que de chefs-d'œuvre exposés. Le grand public pourra les découvrir ce samedi 11 novembre, date de l'inauguration officielle. Avis donc aux amoureux de l'art. Et la direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo CET informe son aimable clientèle que suite à la perte de tension sur le réseau de la communauté énergie électrique du Bénin CEB en provenance du Nigeria, ce mercredi 8 novembre 2017 aux environs de 2h14, la fourniture du courant électrique connaît des perturbations dans les villes de Lomé, Thévié, Kévé, Aného, Vogan, Tabligbo, Atakpame, Palimé, Noche, Sokode, Bassa, Tchamba, Bafilo, Kara, Niamtougou, Kanté et leurs environs. Toutes les dispositions sont prises en vue de minimiser l'impact des perturbations. La direction générale de la CET présente ses excuses à la clientèle et la remercie pour sa compréhension. Et c'est sur ce communiqué de la CET que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. À 22h30, vous serez en compagnie de Yata Aratem pour la dernière édition du journal. Au revoir.